La substantifique moelle du message divin qui est dans le Coran, qui est pour moi ma seule source absolue de mon islam, c'est un islam qui se veut non exclusif. C'est un islam qui est antiraciste, féministe, qui ne peut pas vouloir égorger ou exécuter des personnes parce qu'elles sont homosexuelles ou travailleuses du sexe ou séropositives ou je ne sais quoi d'autre. Donc en fait, ce principe-là, c'est ce qui fait que je suis musulman. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, pour à vos sexualités au pluriel. Le mardi, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alamit avec nous. Bonjour Nader, Philippe, bonjour bienvenue. tout le monde. Ravi de vous retrouver. Merci. Psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. D'ailleurs, vous avez eu la chance d'avoir été invité par notre invité dont vous connaissez la voix et aujourd'hui vous allez voir l'image. Il s'appelle Jamal Ouazani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir réinvité. Alors oui, parce qu'on vous avait invité une fois, mais on ne vous avait pas vu. Vous étiez à distance. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Vous êtes réalisateur, scénariste, conférencier et podcasteur, puisque vous êtes depuis 2020 la voix de Jeans sur Insta, le tout premier podcast qui aborde l'amour, les sexualités et le genre pour les Noirs, les autochtones, les personnes de couleur et les musulmans, écrivez-vous. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Un podcast 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif. Ce sont des mots qu'on va expliquer aujourd'hui. Vous êtes cinéaste et passionné de cinéma, titulaire d'un master en études cinématographiques. C'est vers là que vous vous dirigez aujourd'hui. C'est même votre activité, hein, le cinéma. Tout à fait, oui. Et dans votre livre, le premier livre que vous publiez qui s'appelle Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane chez le Duc, vous dites que vous n'êtes ni sexologue, ni anthropologue, vous n'avez pas de doctorat en études de genre, vous n'êtes pas love coach, vous n'êtes pas imam, vous êtes un homme lambda, né et élevé dans l'islam, nourri d'une double culture franco-marocaine, d'où vient cet intérêt justement pour les sujets que vous abordez et d'où vous placez-vous pour en parler ? Bien, tout simplement parce que tout le monde peut parler d'amour, déjà. Moi, je suis parti du principe que on en avait trop peu parlé dans notre quotidien quand j'étais plus jeune, à Casablanca, au Maroc. Je pense que c'est un sujet qui était un peu tout aussi tabou que le sujet de la sexualité. Moi, je me place en tant qu'homme musulman, arabe, marocain à 100%, français à 100%. Alors si j'additionne, ça fait pas 100%. Hein. Ouais, justement. Ça fait 200%. Exactement, je suis 200% humain, 100% français, 100% marocain. Je ne serai pas 50-50. L'idée, c'est vraiment d'avoir une compréhension du sujet qui ne soit pas dans la division, mais dans la multiplication de qui on est. Et moi, je comprends ça avec l'amour. L'amour, c'est la multiplication aussi. J'ai compris que j'avais besoin de parler de ces sujets-là parce que j'ai observé de plus en plus les problématiques de ce qu'on appelle les faits divers au Maroc ou en France, sur les féminicides, sur la misogynie, sous le ton de l'humour, sur le racisme ambiant, l'islamophobie dans les médias, etc., etc. Et en fait, je ne pouvais plus rester silencieux face à ce silence-là partagé par la majorité. Et j'ai décidé de prendre la parole, notamment avec Jeans, mais aussi d'écrire ce livre qui, pour moi, est un parcours personnel qui peut mener potentiellement, je l'espère en tout cas pour les lectrices et les lecteurs, à l'universel. Mais vous êtes aussi un militant. Je suis aussi très fier d'être militant, voilà, militant pour les droits humains, oui. Ouais. Mais ça vient d'où, ce militantisme ? Ce militantisme, ça vient de l'injustice, en fait. C'est que pour moi, il est insupportable, insoutenable de me dire qu'il y a des personnes qui se font tabasser parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des personnes homosexuelles, parce que ce sont des personnes noires, parce que ce sont des personnes trans, parce que ce sont des personnes séropositives, ou parce que ce sont des personnes juives. Je veux dire, il n'y a aucun sens pour moi à rester sur mon canapé, à ne rien faire, parce c'est insoutenable humainement de me dire que les gens, pour le seul fait de leur identité, sont tabassés, tués, insultés, raillés, moqués et pointés du doigt. Ça vous est venu à quel âge, finalement, cette prise de conscience ? C'est une très bonne question. Je ne saurais pas sourcer exactement quel âge précisément, mais je sais simplement que ça arrivait déjà au lycée à Casablanca, où j'étais... C'était bizarre en fait d'avoir déjà des idées comme ça, puisque c'était pas forcément l'environnement qui favorisait ce genre de prise de conscience, puisqu'il était plutôt favorable pour moi en tant qu'homme,
de faire des blagues vaseuses sur les femmes, de me dire que c'était drôle de railler les homosexuels, etc. Mais je trouvais ça toujours très déplacé, je comprenais pas beaucoup. Et au fur et à mesure des années... Pourquoi ? C'était pour faire partie du groupe ? Voilà, c'est toujours en fait la question de... Pour moi, j'ai toujours préféré être exclu pour qui je voulais inclure plutôt que inclus pour qui je voulais exclure. C'était le principe... Oui, c'est le principe vraiment de je choisis le groupe pour exister plutôt que moi pour que tout le monde existe. Et je veux absolument que ce soit hyper clair dans ma tête depuis ce moment-là que j'ai eu un esprit militant avant l'heure que j'ai pu exprimer que plus tard parce que en fait c'était trop difficile effectivement dans les différents groupes desquels j'ai fait partie, que ce soit en France ou à l'étranger, d'affirmer cet esprit militant-là, de devenir la personne chiante dans les soirées, dans les dîners, où je relevais toutes les remarques qui étaient racistes, islamophobes, grossophobes, et on en passe. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, mais il faut absolument prendre la parole, il faut que ça puisse se terminer, il faut que mes amis ne puissent plus dire les choses qu'ils disent aujourd'hui de manière décomplexée. Et en fait, au fur et à mesure, on en vient à prendre la parole publiquement, ou alors à faire des manifestations, ou alors à parler sur les réseaux sociaux. Il y a différents moyens de le faire, mais pour moi, c'est essentiel de pouvoir le faire. Des hommes féministes d'origine 100% française et 100% arabe, il y en a beaucoup sur les réseaux ? Pas beaucoup, non. Justement, je pense qu'il y a un côté un peu inédit de l'histoire avec moi, mais je pense qu'il y en a quand même et que juste on ne connaît pas. Moi, je dis toujours que je ne suis pas la voix des sans-voix, je suis tout au mieux un porte-voix. Je fais juste en sorte de visibiliser le fait qu'il y a des gens qui ont des voix mais qui ne sont tout simplement pas entendus. Et moi, je pense tout simplement à des personnes comme Thomas Sankara, pour citer des personnes noires, ou Tahar Haddad, Qassim Amin, qui sont les premiers féministes. Donc Qassim Amin qui était un féministe égyptien, qui parle de la libération de la femme, Tahar Haddad qui était tunisien aussi, qui était vraiment au début du siècle, là où en Occident on était encore vraiment sur l'impossibilité clinique de considérer la femme comme un être humain à part entière qui pourrait avoir droit de vote, etc. On avait vraiment la question de la religion qui ne peut pas devenir oppressive, la question aussi des femmes qui sont des citoyennes à part entière, etc. Donc moi je m'inscris dans cette lignée-là, et évidemment dans celle de toutes les femmes qui ont pu parler d'égalité, d'équité au sein des contextes arabes et ou musulmans. Donc actuellement, il y a Amina Wadoud, qui est une femme imam. J'ai parlé beaucoup de Asma Mrabat parce que c'est une femme féministe islamique qui a vraiment organisé toute ma pensée jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment brillante là-dessus, sur la question du genre et de l'islam. Et Ziba Mil Husseini, il y a plein, Olfa Youssef, enfin, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont venues m'indiquer qu'il y avait une façon de voir l'islam autrement et que les hommes pouvaient être féministes aussi. Alors vous avez une première vie dans la publicité. Donc vous avez fait des études, j'imagine, de marketing, d'économie, voilà. Et d'où vient votre culture sur le sujet aujourd'hui ? En fait, quand je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir été en contradiction et en dispute, je pourrais même dire, avec des personnes qui m'étaient proches, j'ai fini par essayer de comprendre par moi-même les arguments que je pouvais utiliser. Et en fait, aujourd'hui, en termes d'argumentaire, oui, j'ai enrichi ma culture par l'effort, ce qui est en fait quelque chose qui est très très musulman pour moi, puisque j'ai commencé à sourcer les textes bibliques, les textes de la Torah, et puis j'ai relu le Coran par moi-même pour la première fois de ma vie, il y a déjà 4 ans et demi. C'est là où je dis d'ailleurs que je suis redevenu musulman, c'est que j'ai choisi d'être musulman, j'ai pas juste grandi dans l'islam, et je suis plus proche aujourd'hui de l'islam puisque j'ai lu le Coran. Je sens que je suis pas juste féministe et antiraciste malgré certaines choses du Coran, mais parce que le Coran, je l'ai lu. Et c'est une question vraiment importante pour moi, parce qu'en fait, quand on dépasse l'idée qu'il faut apprendre le Coran par cœur et qu'on se met à le lire par cœur, c'est-à-dire à choisir l'amour comme clé de lecture, le Coran, ça se comprend autrement. Et pour finir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très important à avancer sur les sources en dehors du Coran, puisqu'il y a le texte et le contexte. Et donc moi, il se trouve que je suis un grand lecteur,
Je lis un livre par jour depuis des années. J'ai des lectures qui sont très très variées sur les afroféminismes, sur le féminisme islamique, sur aussi la sociologie du genre, sur la question de la sexualité, sur la question de l'amour dans les autres civilisations, sur la pensée décoloniale bien sûr. Donc en fait, tout ceci vient nourrir ma pensée au fur et à mesure. Évidemment que c'est perfectible au jour le jour, mais qu'il ne l'est pas. Et quand je disais que c'était un principe très musulman, c'est que l'effort, l'intention, ce sont des principes musulmans, parce que l'ijtihad, contrairement à ce que les médias en font comme mot à bannir, c'est pas une question du djihad. Les djihad, ils n'emploient pas beaucoup. Ils utilisent plus djihad qu'ijtihad. Oui, voilà. Bon. Mais donc, du coup, la racine quand même de ce mot-là, c'est la question, donc pas seulement de guerroyer contre l'ennemi total, c'est vraiment le principe de faire un effort intérieur. L'effort sur soi. L'effort sur soi. Et en fait, cette réflexivité-là, continuelle, c'est ce qui permet aussi de regagner confiance en l'amour. Vous êtes un autodidacte, en fait, on peut dire ça. D'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, oui. Sur les thématiques du racisme, du genre, de la sexualité, des sexualités, vous êtes un autodidacte. Je pense que oui. Après, d'autres m'ont précédé et m'ont permis d'avoir ce savoir-là plus facilement et m'ont conduit à ce livre-là. Et vous le disiez tout à l'heure, je suis un homme lambda, je l'ai écrit moi-même. Oui, je le suis. Tout le monde peut être autodidacte là-dessus. Les sources et les ressources existent aujourd'hui. Il suffit juste de vouloir les chercher. Alors, je voulais pas attaquer sur les sources tout de suite, mais ceux qui sont pas d'accord avec vous, dites oui, mais en fait, on peut pas avoir des sources quand elles nous arrangent. Il faut avoir toutes les sources, finalement. Tout à fait, et pas prendre dans les sources que les passages qui nous arrangent. Tout à fait, mais c'est exactement ce que le patriarcat a fait depuis 14 siècles. Donc, en fait, moi, je ne propose pas une vérité que j'impose, je propose une vérité que Vraiment, c'est la proposition d'une vérité qui existe aussi. Ça veut dire que ces passages-là, on ne peut pas me dire que ça n'existe pas. Ils existent. De la même façon que les autres ont été retirés de leur contexte, moi, les miens, j'essaie de les mettre dans un contexte qui est différent, dans une lecture avec amour, pas dans une lecture qui est propre et propice à l'exclusion. Donc ça, c'est un choix que je fais parce que pour moi, le message, la substantifique moelle du message divin qui est dans le Coran, qui est pour moi ma seule source absolue de mon islam, c'est un islam qui se veut non exclusif. C'est un islam qui est antiraciste, féministe, qui ne peut pas vouloir égorger ou exécuter des personnes parce qu'elles sont homosexuelles ou travailleuses du sexe ou séropositives ou je ne sais quoi d'autre. Donc en fait, ce principe-là, c'est ce qui fait que je suis musulman. Et je ne peux pas faire autrement que de penser que ces sources-là, je ne les ai pas inventées. Il y a des personnalités comme Malek Shebel, comme Fatima Mernissi, comme tous ces grands penseurs, anthropologues, sociologues de la pensée arabe et ou musulmane qui m'ont précédé et qui sont vraiment des pensées extrêmement sourcées, extrêmement riches, qui sont des pensées qui sont articulées. Le fait de venir avec un contre-argument qui est une source coranique aussi ne veut pas dire que ma vérité n'existe pas. Alors, Nader Alami est avec nous. Et puis, nous avons invité Nader aujourd'hui, Jamel Ouazeni. Alors, vous connaissez sa voix, puisque c'est la voix du podcast Jeans. Vous me faisiez remarquer très justement la semaine dernière, Nader, que Jamal avait l'habitude de poser des questions. Quelle est la différence entre poser des questions et y répondre? Et qu'est-ce qui est plus facile? Oui, parce que là, je vous vois sous un autre angle, Jamal. Ouais. D'ailleurs, vous vous en sentez drôlement bien, je trouve. Ouais. Merci. C'est très difficile de pouvoir répondre aux questions, mais ma parole, elle sort telle qu'elle, en fait. Je pense qu'il était temps pour moi aussi de prendre ce côté-là du micro, puisque j'en ressentais non seulement le besoin, mais le devoir. Je crois qu'il y a un moment aussi où on se doit de se battre pour ses idées et de le faire publiquement. Moi, j'ai plus peur, en fait, des appréhensions clair qu'il peut y avoir, parce que je les aurai toujours, il y aura toujours des dissidents à ma pensée. Je sais que c'est le risque d'être le 1% qui pense comme ça, ou le 5% qui pense comme ça. Donc je sais déjà qu'il y a une majorité de personnes qui va questionner, qui va venir essayer de grappiller des informations pour comprendre qu'est-ce qui a pu mener vers ce genre de pensée-là. Je sais aussi quelles sont les personnes qui sont mes détracteurs et détractrices, donc toutes les personnes d'extrême droite qui le sont déjà assez, les fleurs de lys, toutes les personnes qui sont les imams 2.0 qui appellent au non-vote quand l'extrême droite arrive potentiellement au pouvoir, les féministes de gauche aussi, les féministes blanches de gauche qui sont universalistes et qui n'aiment pas trop que
je défends les femmes qui portent le foulard. Donc il y a vraiment quelque chose... Vous diriez que vous êtes alors féministe islamique ou pas? Oui, moi je me reconnais dans un féminisme islamique, puisque c'est un féminisme pour moi de base qui est intersectionnel, qui est décolonial, qui est droits humanistes, qui est spirituel, et qui vient en fait questionner ce que certaines théoriciennes comme Gayatri Spivak ont appelé les subalternes, c'est-à-dire ces femmes du tiers-monde qui ne pourraient pas parler autre que celles qui viennent les sauver, c'est-à-dire les féministes blanches de l'Occident. C'est une question que j'avais abordée avec Nadia El Bouga la première fois qu'on vous avait invité, parce que c'est un des sujets qu'elle aime beaucoup, c'est déconstruire les tabous. Mm-hmm. Est-ce que vous avez compris en 3 saisons de Jeans comment on fait pour finalement déconstruire des idées reçues, déconstruire ce que les gens pensent, ou ça, c'est pas possible maintenant? Alors, idées reçues et tabous, c'est pas toujours la même chose. Mais il y a... Parce qu'il y a quand même, faisons attention à cela, des tabous nécessaires. Les tabous ne viennent pas et ne s'imposent pas et ne restent pas sur la durée sans qu'ils servent à quelque chose. Vous savez, les groupes humains, effectivement, se fabriquent donc des tabous, donc des interdits, qui servent à maintenir le groupe. Et puis se débarrassent au fur et à mesure de certains tabous parce qu'ils ne leur servent plus. Donc la question que je voulais poser à Jamel, c'est qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que peut-être que tous les auteurs que vous avez cités tout à l'heure et qui ont fait des travaux intéressants, bien finalement s'adressent à des gens qui sont en capacité socialement, vraiment, d'assumer ces parties-là, ces choix de vie-là, mais qu'ils peuvent mettre en danger des personnes qui appartiennent à un nombre important de la société et qui n'ont pas les moyens, et par moyens, je vais même jusqu'aux moyens financiers, finalement, de se retrouver tout seul ou toute seule face au groupe et pour lesquels ça devient au pire dangereux, mais au moins pire, je dirais, ils finissent isolés et ça pose question pour leur vie au quotidien, parce que avoir des idées, quelles qu'elles soient, sur son choix de vie, et c'est important qu'on en parle, ce sont de véritables questions pour le bien-être, pour l'équilibre des gens. Mais encore une fois, tenir compte, vous parliez tout à l'heure de contexte, est-ce que le contexte social est pris en compte ? Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui sont importantes et intéressantes. La première chose pour moi, c'est que quand vous dites les tabous sont conservés par ceux qui les intéressent, mais on parle de qui ? Parce que si on parle des patriarches, si on parle d'un régime dans lequel les pères, les frères, les hommes choisissent pour tout le monde, le tabou de l'inceste est gardé. Aujourd'hui en France, 2 enfants à 3 par classe subissent des agressions sexuelles de la part d'un membre de la famille. L'inceste, c'est 10% de la population. Pas qu'en France, hein, pas qu'en France. Et pas qu'en France, évidemment. Je veux dire, c'est pas du tout... c'est pas parce que c'est un chiffre français que c'est que là... Mais en fait, le tabou, ce qui fait qu'on doit le briser, et moi je dis toujours, je veux mettre fin au non-dit et au on-dit. Parce qu'il y a la question toujours de la chouma, de la honte, il y a la question de ce qu'on pourrait dire de nous, etc. etc. Donc moi, ce que je voudrais faire, notamment grâce au podcast, mais surtout avec ce livre Amour, c'est d'encourager la parole. C'est de donner des armes solides, ou une armure plutôt que d'aller au combat, c'est plutôt une question de défense. L'amour, pour moi, c'est une armure de laquelle on s'embaume pour pouvoir vivre nos vies. Et cette création de parole, c'est ce qui permet de libérer les consciences avec des mots qu'on pose dessus. Le problème du tabou, c'est qu'on ne sait pas quel autre mot poser dessus. On dit les choses de manière évasive. Moi, je dis les choses et j'ai appelé mon livre Amour. J'ai appelé mon podcast Jins, qui veut dire sexe, sexualité, genre et plein d'autres choses en arabe, parce que j'ai envie que Jins soit dans toutes les oreilles. J'ai envie que Amour soit sous tous les yeux. Parce que ça ne peut plus être tabou. Ce sont des choses qui font partie du quotidien. Et pour en arriver à votre question, bien sûr, évidemment qu'il faut croiser de manière intersectionnelle la question de la classe sociale, la question de la précarité de la personne, la question de sa sécurité mentale et physique. Et évidemment, si vous
parliez un peu en filigrane des personnes, par exemple, homosexuelles qui vivraient dans une situation familiale, arabe et musulmane, qui seraient, par exemple, en banlieue, qui seraient, par exemple, dans le 16e arrondissement de Paris, ou qui seraient à Casablanca en tant que bourgeois, ou qui seraient dans les montagnes de l'Atlas, peu importe la situation, évidemment, et c'est un des sujets les plus importants de mon livre aussi quand j'en parle, c'est qu'il n'y a pas d'injonction au coming out. Il n'y a pas d'injonction à se dire quoi qu'il en soit. L'injonction qu'il y a pour moi, c'est de réparer le patriarcat comme système. C'est-à-dire que pour moi, le patriarcat, son opposé, c'est pas le féminisme, c'est l'amour. C'est qu'une fois qu'on parle d'amour, de sensibilité, de vulnérabilité pour les hommes arabes, on change les masculinités et du coup, la personne pourra se sentir plus à même d'être qui elle est, même si ça se dit pas haut et fort. Donc, on respecte les cultures, on respecte les consciences de classe, on respecte aussi la question de d'où on arrive, quelles sont nos croyances limitantes, etc. Mais en revanche, bien sûr, la sécurité est première pour tout le monde. Et c'est pareil pour les femmes qui portent un foulard. Peut-être qu'on devrait leur poser la question à elles. Il y a des chiffres que je mets dans mon livre qui montrent que ça fait 30 ans depuis les foulards de Creil qu'on n'a pas parlé et reparlé du foulard tout le temps. À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, qui est un peu le marronnier des médias français, surtout à droite, c'est d'éviter de donner la parole aux concernés. Et bien sûr qu'il y a des femmes, effectivement, qui, dans le monde entier, oui, ont déjà subi une pression de la part de je ne sais qui pour pouvoir porter un foulard. Mais peut-être qu'il y a des femmes aussi qui ont fait ce choix-là. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont fait ce choix personnel de porter le foulard parce qu'elles sont dans un chemin introspectif, spirituel, religieux et aussi féministe, puisque beaucoup de femmes aujourd'hui portent le foulard par féminisme islamique ou autre. Et je pense que c'est important de pouvoir donner la parole à ces personnes-là. C'est pour ça que je l'ai fait dans Jeans et c'est pour ça que j'ai aussi essayé d'en parler dans mon livre. Vous parlez de Hashouma, mais vous avez 4 H. Oui, tout à fait. J'ai souvent essayé de rendre ça plus simple à penser avec les 3 H d'abord, qui sont les 3 H qu'on évoque au Maroc souvent, mais ça vaut pour le Maghreb, ça vaut pour les populations moyen-orientales, maghrébines, de la diaspora aussi. Il y a le premier H qui est la Hashouma, donc qui est la honte, cette honte sociale qui se répercute sur nous. Il y a le deuxième H qui est celui du haram, donc le religieusement illicite, ce qui s'oppose au halal, disons de manière binaire. Et il y a le troisième H qu'on appelle hugra, donc c'est-à-dire ce sentiment d'oppression systémique, ce sentiment de condescendance même parfois de classe, ce sentiment de soumission à un régime, à un système qui nous écrase. Ces 3 H-là, c'est ce qui vient tuer l'amour. C'est ce qui vient l'uniformiser. C'est ce qui vient lui dire il va falloir le faire vite dans une cage d'escalier, il va falloir le faire vite dans une voiture, il va falloir le faire vite à l'abri des regards, puisque c'est parfois illégal dans les différents pays du Maghreb, etc., etc. Donc en fait, cette fugitivité de la sexualité, de l'amour qui ne peut pas exister, effectivement, moi je viens avec cette parole libérée, avec ces mots mis sur les choses, avec cette réinvention de ce monde où on peut faire régner poésie, empathie, vulnérabilité, sensibilité, spiritualité, revenir au message du livre saint, du Saint-Coran, eh bien le 4e H, pour moi, ce qui résout tout, ce qui vient embraser les 3 H d'avant et embrasser toutes nos humanités, toutes nos identités pleinement, c'est le H de l'hub, c'est l'amour. Ouais. Ça vous parle, Nader ? L'amour, ça me parle. Moi qui suis un fervent de Rumi, qui dit que l'essentiel, c'est l'amour, justement. Mais là, Jamel, j'aimerais vous poser encore une question. C'est, vous dites ce que n'est pas l'amour, mais comment vous définissez, vous, l'amour ? En dehors de ce que ça n'est pas. Alors, justement, moi, tout le principe de mon livre, c'est de montrer que l'amour est indéfinissable. C'est-à-dire que je commence avec un chapitre introductif qui définit l'amour pour dire qu'il est insaisissable, qu'il ne peut pas être saisi par le langage. L'amour, pour moi, je suis parti quand même de manière décoloniale et encore une fois intersectionnelle des écrits de Fatima Mernissi, qui a écrit L'amour dans les pays musulmans, qui a écrit les 50 noms de l'amour que j'ai bien étudiés. Il y a Sababa, il y a le Khulla, il y a le Shawq, il y a l'Ishq, il y a le Hub, le Mahabba et j'en passe.
Ça, c'est important de le dire, puisque Malek Chebel aussi, en tant qu'anthropologue, a dénombré pas moins de 100 noms de l'amour. Ça veut bien dire que il ne peut pas être un. Il n'est pas total dans ce sens-là. Pour moi, l'amour, c'est amour avec un S. C'est-à-dire la pluralité des amours. Tant qu'on le garde unifié et non uniformisé, c'est-à-dire qu'il a une seule forme possible pour être amour, eh bien, on le conserve. Si on le rend unilatéral, uniformisé, et qu'on empêche qu'il existe dans sa pluralité, alors on tue l'amour, et si on tue l'amour, on tue l'humanité à petit feu. D'accord. Pour moi, l'amour est sacrifice. Pour moi, l'amour est action. Pour moi, l'amour est effort. Pour moi, l'amour est engagement. C'est-à-dire que si, quand on aime son pays, par exemple, on travaille à ce que son pays aille de l'avant. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout, dans l'action, dans l'effort, pour que ce quelqu'un se sente bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... quand vous dites qu'il est indéfinissable, pour moi, il l'est, mais dans l'action. C'est-à-dire pas dans... Effectivement, on peut, chacun aura sa définition, son vocabulaire pour en parler, mais si ça s'arrête à du vocabulaire et qu'il n'y a pas d'action derrière, on n'est pas dans l'amour. On est dans du verbe. Et moi, je demande... Vous savez, Rumi, justement, qui disait, quand quelqu'un te dit « je t'aime », tu dois lui demander « mais quels sont tes arguments ?» Alors, si je peux répondre... Après la pub. Oui, d'accord. Est-ce que vous voulez répondre après la pub? Oui, je peux répondre après la pub. On parle d'amour, tiens, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le titre du livre de notre invité qui s'appelle Jamal Ouazani, qui publie Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane, parce que c'est pas la même chose aux éditions Le Duc. Vous vouliez répondre à Nader, Jamal? Oui, c'est important d'y répondre, parce qu'en fait, ça complétera aussi ma réponse. Moi, tout le long du livre, qui est quand même pas mal étoffé, j'essaie de répondre à cette question de ce que l'amour. Je pars aussi du principe des philosophes grecs, avec la question de l'éros, de la philia. Donc l'éros, c'est vraiment la question de l'érotisme, un truc un peu plus charnel, etc. La philia, c'est vraiment cette relation amicale, loyale, amoureuse. Et il y a un troisième point qu'on oublie souvent, c'est l'agapé, cet amour divin. Moi, je dis aussi que l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est amour dans toutes les philosophies soufis, dans la mystique de Ibn Arabi comme dans la mystique de Rumi. On a vraiment ce principe-là où l'amour est ce vers quoi nous tournons. L'Wadoud, qui est un des noms de Dieu, d'Allah en islam, c'est vraiment ce principe-là vers lequel nous nous tournons quand nous prions, quand nous allons vers la Mecque pour faire notre pèlerinage, etc., etc. Donc il y a vraiment cette question hyper importante de se dire que l'amour, c'est ce qui vient solidifier tous les liens. En revanche, là, je suis moins d'accord avec vous, c'est que l'amour, pour moi, n'est pas un sacrifice. L'amour, c'est pas quelque chose qui retire, c'est quelque chose qui démultiplie. L'amour, c'est à la fois la pure gratuité, c'est le don, et à la fois ce qui vient décupler. C'est notre exposant à l'infini de ce qu'on est. Et je crois que, certes, là où je suis beaucoup plus d'accord avec vous en revanche, c'est que l'amour, c'est une action, c'est un choix de société, c'est un événement qu'on choisit de faire, c'est un acte de résistance, de rébellion, de révolution, c'est tout le principe de mon livre. C'est Bell Hooks qui le dit, c'est les philosophes... Shkoun Bell Hooks. Alors, elle ouvre votre livre, mais alors, si on fait un sondage dans la rue... Alors, Bell Hooks, Shkoun. Shkoun, c'est... féministe américaine. Voilà, c'est une grande essayiste, penseuse, poétesse, etc., etc. Je pourrais rester comme ça toute la journée, mais Bell Hooks est une grande afroféministe qui a parlé d'amour. C'est un peu mon livre de chevet avec le Coran, à propos d'amour. Et c'est elle qui m'a aussi donné envie, de la même façon, de répondre à cette question de est-ce que tout le monde peut être féministe? Est-ce que l'amour peut gouverner nos vies? Est-ce qu'il est un acte de rébellion? Est-ce qu'il est un acte qui peut motiver notre joie au-delà de nos colères? Est-ce que elle écrit « Ne suis-je pas une femme ?» Est-ce que les féminités et les masculinités peuvent être redéfinies en fonction de l'amour? Donc il y a beaucoup de choses que l'amour vient imbiber dans les discours et qu'il vient du coup révolutionner. Est-ce que lorsqu'une femme est dans une salle où elle va mettre au monde un enfant, n'est-ce pas là un sacrifice qui est donné à la vie, et que finalement on peut parler de ce geste d'amour extraordinaire, c'est-à-dire que je vais accepter
de porter la vie et de mettre au monde, tout en sachant que dans l'histoire, beaucoup de femmes y sont restées au nom justement de l'amour de la vie. C'est pour ça que je parlais aussi de sacrifice quand on parle d'amour. Il y a véritablement une action, un engagement, un effort et un dépassement de soi. On n'est plus que dans l'amour de soi-même, si vous voulez. Ça, c'est sûr, mais je comprends bien ce que vous dites. Le problème, pour moi, c'est que ça se matérialise par un jeu à somme nulle entre l'amour et la violence. C'est-à-dire, il faut souffrir pour aimer. C'est-à-dire, les princesses Disney qui ont besoin du mâle alpha qui va venir les sauver dans leur sommeil, sans leur consentement. C'est-à-dire aussi l'amour fou. Mais non, si c'est fou, c'est que c'est pas de l'amour. Il n'y a pas de folie dans l'amour. Il y a un peu de folie dans l'amour. Non, j'espère pas, parce qu'en fait, si on est fou et qu'on bat sa femme et qu'on la tue par amour fou, ce n'est pas de l'amour. Quand c'est l'amour vache parce que on aime bien la gifler de temps en temps, parce que c'est ça qu'elle veut en fait, qu'elle me le dit pas, ou que c'est un amour vache parce que j'aime bien l'insulter devant mes copains, tout ça, c'est pas de l'amour. Et je pense que la redéfinition de l'amour, effectivement, en creux, mais quand même, c'est une redéfinition, c'est de dire l'amour, c'est beaucoup plus pur que ça. C'est effectivement un don, mais je suis pas sûr que ce soit un sacrifice. Ici, vous savez, c'est Schopenhauer. Oui. Qui nous dit que forcément il y a de la folie dans la mesure où on cesse d'être raisonnable. Alors, bien évidemment, et vous avez bien raison de le rappeler, quant à la vacherie et à la violence et à tuer, ça, c'est évidemment pas de l'amour, c'est tout à fait autre chose, c'est de l'égoïsme, c'est de ne pas accepter que l'autre est véritablement une personne à part entière et n'est pas un prolongement de soi. Et donc que cet autre a le droit de vivre sa vie. Maintenant, Schopenhauer insiste sur le fait que l'amour est forcément un peu nous dépasse, et en cela on peut parler de folie dans la mesure où on cesse à certains moments d'être raisonnable et on se retrouve dans des situations, sans violence, dans des situations où on ne se retrouverait pas si on avait gardé toute sa tête. Oui, mais on se soustrait à nous-mêmes, et l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas se perdre. Ça veut dire que si on se dit 1 + 1 égale 1 parce que je t'aime et je me sacrifie pour toi, j'ai envie de répondre 1 + 1 égale 1, mais lequel? Ou 1 + 1 égale 3. Ou 1 + 1 égale 3, toi, ou moi et l'amour. Mais pour moi, 1 + 1 est déjà égal à 1 + 1. C'est-à-dire que l'équation, elle est aussi simple que ça. Elle n'est pas une résorption à on fait fusion, parce que nous ne faisons pas fusion. Tout à fait. Nous ne sommes pas des atomes qui venons s'accrocher à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a chacune notre propre vision des choses. Le fait de pouvoir se sacrifier, c'est un geste qui nous soustrait au lieu de nous additionner. Et je crois que l'amour, c'est plutôt de la multiplication, c'est plutôt, encore une fois, cette question du redoublement de ce qui nous fait une énergie vitale, de ce qui nous fait rire, de ce qui nous fait aimer et pleurer et ressentir. C'est quelque chose qui vraiment est relié à la vie. Vous avez lu le Coran. Oui. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, et vous écrivez dans votre livre que le Coran n'évoque jamais la question de l'homosexualité en tant que telle, ni masculine, ni féminine. Oui, tout à fait. L'homosexualité, de toute façon, est un terme qui a été inventé pas plus tard qu'il y a un siècle et quelques, donc à la fin du 19e. D'ailleurs, il a été inventé de manière assez sordide et ironique, en opposition au terme hétérosexualité, qui n'existait pas aussi avant. Et hétérosexualité, à la base, ça voulait dire les personnes qui étaient trop sexuelles, c'est-à-dire qui couchaient à droite à gauche, etc. L'homosexualité ne figure pas dans le Coran, effectivement, et même si on peut avoir une approche rigoriste de la chose, puisque c'est un peu ce que 99% de la population mondiale pense sur le Coran, et encore plus chez les musulmans, il n'y a pas de condamnation explicite dans le Coran sur ça. Et pour preuve... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation du fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe. Exactement. Alors, c'est certain que pour les personnes, pour les femmes entre elles, il n'y a absolument aucune possibilité de le prouver dans le Coran. Pour les hommes, il y a le fameux passage du peuple de Lot. Donc, Lot, alayhi salam, qui était le neveu d'Abraham et qui était donc un prophète de l'islam. Je ne vais pas revenir sur tous les passages, mais en gros, dans la sourate des murailles, on a ce passage qui dit que c'est une abomination, c'est une turpitude, puisqu'ils ont connu des hommes plutôt que les femmes. Vous n'êtes qu'un peuple d'outranciers. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, etc., etc. Sauf que
l'homosexualité n'est pas née avec cet événement-là, ça existait avant. Deuxièmement, on sait aujourd'hui, je disais tout à l'heure, que les législations dans tous les pays du monde dit arabe et ou musulman, mais en terre d'islam en tout cas, n'ont pas les mêmes condamnations pour l'homosexualité. C'est bien qu'en fait, c'est pas aussi littéral qu'on le pense dans le Coran. Il y en a qui disent que c'est pas quelque chose qui doit être condamné par la loi. Il y en a qui disent que c'est 3 ans de prison et quelques dirhams d'amende. Il y en a qui disent que c'est l'exécution à mort comme en Iran et comme dans pas mal de pays aujourd'hui encore en terre d'islam. Donc en fait, on n'a pas de cohérence d'ensemble. Il y a aussi le fait que dans l'épisode du passage de Lot, qui est en fait l'équivalent biblique, coranique de ce que dans la Bible on appelle Sodome et Gomorrhe, c'est pas exactement la même chose, mais quand même, la femme de Lot est aussi condamnée par Dieu immédiatement. Elle est changée en statut de sel. C'est-à-dire que si c'était une question de l'homosexualité masculine, pourquoi une femme aurait été morte à ce moment-là? Donc il y a cette question aussi de, en fait, ce qui vient être vraiment défendu dans le message coranique, c'est le brigandage, c'est le viol des anges, c'est le fait de pouvoir outrepasser les règles de la communauté, c'est le fait de pouvoir venir soit à une porte et taper et demander à violer les gens, donc c'est de la violence sexuelle, c'est le fait de ne pas respecter la parole d'un prophète de l'islam, donc c'est blasphématoire, etc., etc. Et là, et évidemment, il y a un dernier élément qui est hyper important, c'est que dans le Coran, on voit aussi ces épisodes de promesses mirifiques dans le paradis que sont ces éphèbes immortels doux comme des perles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, que ce sont des êtres qui sont agenrés, puisque ce sont des êtres qui ne sont pas humains, anthropomorphiques, mais en revanche, ce sont des êtres qui ressembleraient plutôt à des hommes qu'à des femmes, quand on le dit des houris au paradis, qui sont plutôt féminines. Donc en fait, quelle est cette chose qui fait que aussi le philosophe et exégète du Coran Ibn Muflih, qui est hyper rigoriste, qui est hanbalite, et qui nous dit l'orifice anal est tellement souhaité que c'est un plaisir du paradis pour les plus grands croyants. Ça veut dire que quand on déterre les trésors de l'érotologie arabe et ou musulmane, quand on déterre ce qui a vraiment été dit dans les hadiths vérifiés, quand on déterre ce que le Coran dit avec des acceptions qui sont beaucoup plus complexes que celle qui est calquée dans tous les pays où le patriarcat règne, on commence à comprendre qu'il y a des choses différentes qui sont en tout cas assez et suffisantes pour pouvoir ne pas tuer les gens en fait. Bah, évidemment, tuer les gens. Tuer les gens, c'est... Plutôt que d'éducation sexuelle, Jamal, vous préférez la rééducation sexuelle? Oui, parce que, bien évidemment, dans nos cultures, alors évidemment ça vaut pour la France, ça vaut pour le monde entier, de manière transculturelle, mais je crois que cette question du tabou, cette question des 3 H que j'ai évoquées tout à l'heure, ça vient poser une sorte d'épée de Damoclès sur toutes les consciences, en se disant qu'en fait, l'amour, ça peut pas se vivre au-delà de la question matrimoniale, et que la sexualité non plus. Donc, on vient assouvir nos pulsions avec les travailleuses du sexe, avec la pornographie et avec des violences sexuelles aussi. Parce qu'il faut le dire, la frustration fait émerger la potentialité beaucoup plus forte de violences sexuelles et même au sein de la famille. C'est-à-dire que quand on a aussi cette façon de faire une coercition envers les cousines et jusqu'à parfois l'acte irréparable, c'est-à-dire l'agression sexuelle ou le viol ou juste un harcèlement sexuel tout simplement, ça devient vraiment très très compliqué. Donc en fait, moi je parle de rééducation sexuelle parce que je pense qu'il faut tout reprendre, sachant qu'on n'en a pas déjà à la base beaucoup dans le Maghreb. Je parle déjà pour le Maroc que je connais beaucoup mieux parce que je suis... Il n'y en a pas beaucoup ici non plus. Hein. Voilà, il n'y en a pas en beaucoup, France. En France, généralement, dans les établissements scolaires, on intervient sur 2 choses, ou bien la question de la reproduction, ou bien la question des risques. Oui. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de bienfaits, on ne parle pas de tout cela. C'est pas vraiment la question du plaisir, il n'y a pas la présentation du clitoris, alors qu'en fait, c'est illégal de ne pas présenter ça. Il y a normalement 3 sessions en France absolument. Pour tous les élèves de l'école de la République qui doivent être dispensés 3 fois 2 heures, je crois, dans le cours du collège jusqu'à la seconde pour pouvoir éduquer toutes les personnes et tous les enfants de la République à la sexualité. C'est pas le cas en France, c'est pas non plus le cas au Maroc. Je pense que la pornographie
féministe, moi je l'accepte complètement parce qu'il y a vraiment des façons autres de réfléchir à comment on consomme la sexualité, mais dans le sens où aujourd'hui c'est consommé comme un espace où on voit des femmes complètement soumises à un désir masculin qui vient les annihiler, ça veut dire leur faire le plus de mal possible, la violence sexuelle, le fait de les baffer, le nombre de vidéos qui sortent aujourd'hui sur des femmes qui portent le hijab et qui sont nues par ailleurs, etc. etc. Donc moi je pense que la rééducation sexuelle, c'est tellement important aussi de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une forme importante de se dire que au Maroc, il y a un âge pour le mariage qui est fixé à 28 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes, alors que celles et ceux qui répondent pour l'âge du premier acte sexuel, c'est 16 ans et demi pour les hommes et 18 ans et demi pour les femmes. C'est pas un âge qui est fixé, c'est l'âge moyen à laquelle les gens se marient. C'est l'âge moyen à laquelle les gens se marient. Mais ça veut dire aussi que pendant 12 ans, il y a quand même un mensonge. Les gens le font, mais ils le disent pas. Ou ne le font pas. Ou ne le font pas. Mais non, mais il y a un écart quand même entre je fais l'amour à 16 ans et demi et pour le mariage, je me marie à 30 ans. Et donc ça veut dire que les gens trouvent des solutions. 14 ans, les gens ont trouvé des solutions. D'accord. Ou bien sont restés maintenus dans une grande frustration. Ou bien ça, bien sûr. Bon, 3e saison de Jeans. Ouais. Jeans, Jeans, vous êtes dans votre saison hollywoodienne. Là. Oui, tout à fait. En fait, ça fera l'objet d'une autre émission déjà, parce que on arrive à la fin de cette émission. Ah oui, bon, alors, c'est déjà fini. Oui. Tiens, montrez votre livre à la caméra. Je rappelle que vous venez de publier Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane aux éditions Le Duc. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez notre vidéo sur YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.